Adèle Dubois avait appris très tôt que n'exister qu'en silence était la seule façon de survivre. Dans l'hôtel particulier des Leclerc à Neuilly-sur-Seine, où elle avait grandi, son rôle était défini depuis toujours: servir du thé ou du café dans des tasses en porcelaine de Limoges, qui valaient plus que toute sa garde-robe, laver la vaisselle après des dîners où elle n'avait pas sa place à table, ramasser les éclats de cristal brisés par des mains insouciantes qui n'auraient jamais présenté leurs excuses à quelqu'un comme elle. Son père, Henri Leclerc, n'avait Dieu que pour deux choses: les opportunités d'affaires et sa fille aînée, Céleste. Quand il posait son regard sur Adèle, si tant est qu'il le fît, c'était avec cette expression qui se passait de mots. Le genre de regard qui disait « Vous ne devriez pas être là sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Apportez encore du café », ordonnait-il sans lever les yeux de son journal, comme s'il parlait à l'air. Céleste, assise à la table du petit déjeuner telle une poupée de vitrine, souriait avec cette douce supériorité qui lui semblait naturelle. Cheveux parfaitement brossés, ongles manucurés, tenue de grands créateurs qu'Henri achetait comme un investissement. Parce que Céleste était le produit haut de gamme de la famille, le bijou qui serait exposé sur le bon marché, au bon moment. « Faites attention de ne pas renverser », commentait Céleste chaque fois qu'Adèle s'approchait avec la cafetière. « Les gens comme vous devraient connaître la valeur des choses qu'ils touchent. » Adèle serrait la mâchoire, retenait sa respiration et servait. Main ferme, regard baissé, silence. Toujours le silence. Dans un coin du salon, sa mère, Monique Leclerc, observait tout de ses yeux fatigués. Malade du cœur, dépendante des médicaments qu'Henri contrôlait comme une laisse invisible, elle avait perdu sa capacité à réagir depuis longtemps. Parfois, quand Henri sortait, Monique touchait le bras d'Adèle avec une délicatesse désespérée, comme quelqu'un qui s'excuse pour une guerre qu'il ne peut empêcher. « Ma fille », murmurait-elle, et dans cette voix il y avait un monde de regrets. Mais en présence d'Henri, Monique n'était qu'une ombre de plus, comme Adèle, comme tous les employés qui avaient appris que défendre la fille cadette était s'attirer des ennuis. Le chauffeur qui avait une fois suggéré qu'Adèle pourrait étudier à l'extérieur fut licencié le lendemain. La cuisinière qui lui avait préparé son plat préféré reçut un avertissement glacial. Le message était clair: se plier à la hiérarchie domestique ou chercher un autre emploi. Adèle avait accepté l'invisibilité comme armure, et elle utilisait l'ombre comme cachette. La nuit, lorsque l'hôtel particulier dormait, enivré de luxe et de cruauté, elle se réveillait. Elle ouvrait des livres cachés au fond de son armoire. Elle étudiait à la faible lumière de la lampe de chevet, bloquant le jour sous la porte avec des serviettes pour que personne ne s'en aperçoive. Elle écrivait des articles académiques sous pseudonyme, les envoyait à des revues spécialisées, publiait des analyses sur le développement social que personne chez elle n'aurait jamais imaginé qu'elle fût capable de produire. À chaque texte accepté, chaque citation d'experts reconnaissant la qualité de son travail, Adèle construisait ce qu'Henri ne pouvait acheter, ni Céleste imiter, une dignité intellectuelle, la preuve silencieuse qu'elle valait plus que le rôle de servante qu'on lui imposait. Ce fut un jeudi matin que tout commença à se fissurer. Le cousin Thierry Gauthier arriva pour le café, animé par l'importance du potin qu'il apportait. Henri lâcha son journal, intéressé. « Louis Beaumont, l'industriel, cherche épouse », annonça Thierry, savourant chaque mot, « pour des alliances commerciales. La famille qui l'obtiendra aura accès à des milliards de contrats. » Les yeux d'Henri brillèrent de cet éclat qu'Adèle connaissait bien, celui de la transaction, de l'opportunité, du calcul froid. « Céleste », dit-il, se tournant vers sa fille aînée comme qui évalue une marchandise premium. « Prépare-toi, nous obtiendrons une audience. » Céleste sourit, pleine de confiance. Bien sûr, belle, bien habillée, le bon nom de famille. Que pourrait vouloir d'autre un homme puissant? La réunion fut fixée pour la semaine suivante. Henri investit dans des robes plus chères, des bijoux empruntés, des leçons d'étiquette dont Céleste feignait d'avoir besoin. Il traita cela comme une vente aux enchères de bétail primé. Et Céleste adora chaque seconde d'attention. Adèle servit le thé pendant les préparatifs, invisible comme toujours. Mais ses yeux captaient tout. Les attentes gonflées, l'arrogance croissante, la certitude d'Henri que la beauté de Céleste ouvrirait les portes de fortune. Le jour de l'audience arriva. Henri et Céleste sortirent de l'hôtel particulier comme des royautés en défilé.
Ils revinrent 3 heures plus tard, les visages défaits par l'humiliation. « Il a refusé ?» demanda Monique, la voix fine de surprise. « Sans détour » cracha Henri, les mots comme du poison. Il l'a regardé 2 minutes, a dit que ce n'était pas ce qu'il cherchait, et il a même osé demander l'autre fille. Un lourd silence tomba sur le salon. « Quelle autre fille ?» demanda Céleste, indignée, comme si l'existence d'Adèle était une insulte personnelle. « Il est au courant de toi, » dit Henri, regardant Adèle pour la première fois depuis des mois avec autre chose que de l'indifférence, du mépris mêlé d'une curiosité malsaine. Quelqu'un a dû en parler. Thierry Gauthier s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « J'ai pu mentionner que vous aviez 2 filles. » Henri se leva. Cette posture d'homme qui n'accepte jamais la défaite sans riposter. Alors, dans ce cerveau habitué à tout transformer en stratégie sale, naquit une idée. « Parfait, » dit-il, le sourire de qui planifie une cruauté. « S'il veut connaître l'autre, il la connaîtra. Nous l'enverrons comme une blague. Quand il verra cette servante à côté de Céleste, il comprendra ce qu'il a perdu. » Céleste rit, satisfaite de la méchanceté. Monique baissa les yeux. Thierry Gauthier fit semblant de ne pas entendre, et Adèle Dubois, dans le coin du salon, sentit quelque chose d'étrange s'éveiller en elle. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus dangereux, de la curiosité, parce que des hommes comme Henri Leclerc ne devenaient nerveux que lorsqu'ils perdèrent le contrôle. Et pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait demandé à la voir. Le lendemain, Henri jeta un billet d'avion sur la table devant Adèle, comme on jette un reste de nourriture à un chien. La Défense. Demain à 10 heures. Porte quelque chose de décent si tu en as. Ne me fais pas honte plus que tu n'en fais déjà. Céleste Leclerc rit, savourant l'humiliation de sa sœur, mais Adèle saisit le billet d'une main qui ne tremblait pas. Elle regarda son père dans les yeux, ce qu'elle n'avait jamais fait, et dit simplement « D'accord ». La voix était ferme, calme, sans soumission. Henri fronça les sourcils, mal à l'aise. Il s'attendait à des supplications, de la honte, peut-être un refus. Il ne s'attendait pas à une acceptation tranquille. Le soir, Adèle fit sa valise. Des vêtements simples, quelques livres, une clé USB avec des copies de tous ses articles académiques publiés sous pseudonyme. Monique Leclerc entra dans la chambre, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Ma fille, n'y va pas », implora-t-elle. « Il veut t'humilier. » Adèle tint la main de sa mère, cette main fragile qui avait tremblé toute sa vie. « Je sais, maman, mais il est peut-être temps d'arrêter de me cacher. » L'avion atterrit à Paris sous un soleil qui faisait scintiller l'horizon d'un éclat doré. Adèle descendit avec sa petite valise et le cœur battant à un rythme qui n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus proche d'une décision, d'un point de non-retour. Un chauffeur en uniforme impeccable l'attendait avec une pancarte discrète. Aucun mot ne fut échangé durant le trajet. La Défense défilait derrière la vitre, comme une mirage futuriste, des gratte-ciels de verre qui perçaient le ciel, des voitures de luxe qui coûtaient des fortunes, des gens qui marchaient avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais eu à s'excuser d'exister. La voiture s'arrêta devant un édifice aux lignes modernes, tout de verre et d'acier, une élégance minimaliste qui criait le pouvoir sans avoir besoin de dorures criardes. Rien à voir avec l'hôtel particulier suffocant d'Henri Leclerc, rempli d'un luxe ostentatoire et d'âme vide. Une femme en blazer impeccable et talons hauts l'attendait dans le hall. Cheveux attachés en chignon serré, maquillage parfait, un regard qui évaluait Adèle de haut en bas avec cette efficacité glaciale qui classe les gens par catégorie. Sandrine Duval, coordinatrice administrative, se présenta-t-elle sans offrir la main. « Suivez-moi. Monsieur Beaumont va vous recevoir dans 15 minutes. Il y a des toilettes ici au cas où vous voudriez vous arranger. » Le ton portait un jugement. Adèle ne répondit pas, se contentant de suivre à travers les couloirs de marbre, où ses pas résonnaient comme ceux d'une intruse. La porte du bureau s'ouvrit sur une pièce spacieuse, illuminée par la lumière naturelle qui entrait par les fenêtres du sol au plafond. Derrière une table en bois sombre, un homme d'une trentaine d'années l'observait avec une attention qui n'était pas gênante. Elle était analytique, étudiée. Louis Beaumont ne ressemblait pas aux hommes riches qu'Adèle connaissait. Il n'avait pas cette arrogance performative, cet éclat de ceux qui ont besoin de prouver leur valeur. Il portait un costume sobre sans extravagance. Ses yeux étaient intelligents, patients, et portèrent le poids de ceux qui prennent des décisions affectant des milliers de personnes. « Asseyez-vous, je vous en prie.
dit-il dans un français courant. Adèle, n'est-ce pas? Elle hocha la tête et s'assit, les mains croisées sur les genoux pour dissimuler tout tremblement qui aurait pu trahir sa nervosité. Votre père, commença Louis, et il y avait quelque chose de presque amusant dans sa voix, a tenté de me vendre votre sœur comme un produit de première qualité. Quand j'ai refusé, il est devenu furieux. Maintenant, il vous a envoyé ici comme... Il fit une pause, choisissant ses mots. Comme contre-exemple, pour que je reconsidère Céleste. Adèle sentit le rouge lui monter au cou. Mais elle garda les yeux fixés sur lui. Oui, dit-elle simplement, c'était son idée. Intéressant, continua Louis, saisissant une tablette et faisant glisser quelques fichiers. Parce qu'avant de vous rencontrer personnellement, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai cherché, et j'ai trouvé des choses fascinantes. Il tourna la tablette vers elle. Sur l'écran, une liste d'articles académiques, des titres sur le développement social, l'économie communautaire, les projets durables, et à côté de chacun, le pseudonyme qu'Adèle utilisait depuis 3 ans. Son cœur s'arrêta. J'ai retracé l'adresse IP, les références, le style. Il n'a pas été difficile de relier les points, expliqua Louis, la voix sans accusation. Juste une constatation. Un travail d'une qualité exceptionnelle. Des analyses qui m'ont aidé à repenser certains projets de ma fondation. Adèle ne parvenait plus à respirer correctement. J'ai ensuite enquêté sur votre vie domestique, poursuivit-il, et il y avait maintenant quelque chose de plus sombre dans le ton. Comment vous étiez traité? La maladie de votre mère, le contrôle financier que votre père exerce sur son traitement, la manière dont vous avez été effacé. Il ferma la tablette et regarda directement Adèle. Avant que vous n'embarquiez, j'ai transféré le financement complet du traitement de votre mère à la fondation. Elle est couverte, indéfiniment. Votre père n'a plus cette chaîne pour vous lier. Les mots tombèrent comme un tremblement de terre. Adèle sentit ses yeux picoter, mais elle ne laissa aucune larme couler. Pas là, pas encore. Pourquoi? Réussit-elle à demander, la voix rauque. Parce que le talent gâché est un crime contre l'avenir, répondit Louis simplement. Et parce que je vous embauche, pas comme épouse décorative, pas comme pièce d'alliance, comme professionnelle. Division du développement social de l'entreprise, salaire conforme au marché, autonomie pour transformer les analyses en projets réels. Il tendit un contrat sur la table. Votre choix. Vous pouvez retourner au manoir de votre père, ou vous pouvez commencer une nouvelle vie, ici, en travaillant, en construisant. Adèle regarda le papier. Les lettres semblaient danser devant ses yeux embués d'une émotion sans nom. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait. Vraiment. « J'accepte », dit-elle, et elle signa avant que le monde ne puisse changer d'avis. L'appel à Henri fut mis sur haut-parleur, et Adèle entendit la voix de son père exploser de fureur. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est ma fille. Vous manipulez une jeune fille naïve. » Louis, calme, répondit. La jeune fille naïve a publié 16 articles académiques évalués par les pairs. Je crois qu'elle sait ce qu'elle fait. J'irai à la presse. Je dirai que vous avez kidnappé ma fille. Essayez. Louis raccrocha. Adèle sut au ton de la menace qu'Henri tiendrait parole. Et il tint parole. 2 jours plus tard, des photos de la famille en souffrance firent la une des réseaux sociaux. Henri en costume sobre, Céleste les yeux rouges de pleurs préparés, Monique en arrière-plan comme décor. La narration était simple et efficace. Fille manipulée par un homme puissant, famille détruite, abus d'influence. La pression monta. Des journalistes campèrent à l'entrée de l'immeuble. Les théories du complot se multiplièrent. Henri vendait la douleur avec la compétence de celui qui a toujours su transformer la tragédie en monnaie. Ce fut Marc Dupont, le confident discret de Louis Beaumont, qui suggéra la conférence de presse. « Laissez-la parler, dit-il. La vérité a du pouvoir lorsqu'elle vient de la bonne bouche. » La salle de presse était bondée. Caméras, micros, journalistes avec des questions affûtées, prêts à en découdre. Adèle monta sur scène, le cœur qui cherchait à s'échapper de sa poitrine, mais les mains fermes tenant le papier avec ses notes. « Mon nom est Adèle, » commença-t-elle, et sa voix ne trembla pas. « Et je n'ai pas été manipulée. » Un silence tendu tomba sur la salle. Au cours des 3 dernières années, j'ai publié 16 articles académiques sur le développement social. Voici la liste, avec des liens vérifiables. Elle leva le papier. J'ai fait cela en secret,
car mon père considérait l'éducation comme un gaspillage pour quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui devait servir le café et se taire. Les caméras cliquaient frénétiquement. Ma mère est malade du cœur. Mon père contrôlait son traitement pour nous maintenir prisonnières. Quand M. Louis Beaumont l'a découvert, il a transféré les frais à sa fondation. Ma mère est en sécurité maintenant. Je suis libre maintenant. Et je suis ici parce que j'ai choisi le travail et la dignité. Un journaliste leva la main, malicieux. Mais ne trouvez-vous pas étrange qu'un homme si puissant s'intéresse justement à vous? Adèle le fixa sans ciller. Il s'est intéressé à mon travail. Si monsieur ne peut pas imaginer qu'une femme puisse être embauchée par compétence, le problème n'est pas le mien, c'est le vôtre. La salle explosa en murmures. Ce fut à ce moment qu'Henri et Céleste envahirent le hall, leur propre caméra allumée, tentant de forcer une confrontation dramatique. « Tu tournes le dos à ta famille !» cria Henri, la voix résonnant. « Après tout ce que nous avons fait pour toi !» Quelque chose se brisa en Adèle. Ce ne fut pas une explosion, ce fut une libération. « Tout ce que vous avez fait pour moi ?» répéta-t-elle, la voix basse mais coupante. « Vous m'avez traité comme une employée dans ma propre maison. Vous avez utilisé la maladie de ma mère comme un collier. Vous m'avez envoyé ici comme une blague pour m'humilier. Et maintenant vous voulez jouer le rôle du père attentionné. » Henri Leclerc fit un pas en avant, la main levée. Les gardes du corps intervinrent instantanément, le maîtrisant. Les caméras capturèrent tout. L'impulsion violente. Le masque qui tombait. L'homme prêchant les valeurs familiales était prêt à agresser sa fille devant le monde. Son image se fissura dans l'air comme du verre brisé. Le travail au département de développement social commença le lundi suivant. Adèle Dubois arriva tôt, nerveuse mais déterminée. La pièce était spacieuse, lumineuse, offrant une vue sur la ville qui semblait irréelle de perfection. Sandrine Duval l'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre poste est là-bas, dans le coin. » Elle désigna la table la plus éloignée, la plus petite, adossée au mur sans fenêtre. « Yves Moreau vous donnera les directives du département. » Yves Moreau était un homme de 50 ans, au ventre proéminent, ayant depuis longtemps renoncé à s'en soucier. Il regarda Adèle comme s'il regardait une tache sur le mur. « Alors, vous êtes la fameuse protégée, » dit-il, le dédain dégoulinant de chaque mot. « Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Les gens comme vous restent calmes et apprennent. D'accord ?» À côté, l'exécutif Léa Rousseau ne leva même pas les yeux de son écran. Clairement, la hiérarchie était établie, et Adèle entrait par le dernier échelon. Mais il y avait une exception. Chloé Martin, la plus jeune de l'équipe, offrit un sourire timide quand personne ne regardait, comme qui reconnaissait le poids d'être sous-estimé. Adèle ne discuta pas. Elle s'assit, ouvrit son ordinateur et commença à étudier les projets du département. Beaux rapports, photos éclatantes, chiffres impressionnants, et complètement déconnectés de la réalité. Elle passa la semaine en silence, collectant des données, identifiant des schémas. Elle découvrit que les projets d'impact social étaient rarement mesurés au-delà de leurs inaugurations. Les communautés recevaient des structures non sollicitées, tandis que leurs besoins réels étaient ignorés. Tout était une photo pour rapport, une performance pour investisseurs. Lors de la réunion du vendredi, Yves Moreau présenta le nouveau projet, un centre communautaire au quartier des Lilas, des graphiques colorés, des projections optimistes. Avec tout le respect que je vous dois, Adèle leva la main et le silence qui tomba fut glacial. J'ai vérifié les données démographiques de la région. La communauté est majoritairement âgée. Un centre axé sur les activités sportives pour jeunes ne répondra pas aux besoins réels. Yves Moreau la fusilla du regard. Vous êtes ici depuis une semaine et vous pensez en savoir plus que moi. Il ne s'agit pas de savoir plus. Il s'agit d'écouter la communauté, répondit Adèle, gardant son calme. J'ai ici des entretiens avec des leaders locaux. Ils demandent un centre de santé et des activités pour le troisième âge. Léa Rousseau soupira exaspérée. Vous pensez vraiment que nous allons changer tout un projet basé sur quoi? Vos conversations informelles. Basé sur des données de terrain, corrigea Adèle, distribuant des documents imprimés. Et sur l'évitement de gaspiller des ressources dans une structure que personne n'utilisera. Chloé saisit les dossiers, les yeux ronds de surprise. Yves les rejeta sur la table. Au fond de la salle, Sandrine observait d'une expression étrange. Un mélange de colère et de peur, une tension palpable dans ses traits. La compétence ne pouvait être feinte. Désormais,
Quelqu'un exposait la fragilité des projets qu'elle supervisait. Les jours suivants furent une guerre froide. Sandrine sabotait subtilement, convoquait des réunions en oubliant Adèle, redistribuait des tâches sans prévenir, créait des obstacles bureaucratiques. Yves ignorait toute suggestion. Léa levait les yeux au ciel à chaque commentaire, mais Chloé commença à se rapprocher. Aux pauses, elle demandait un avis, partageait des doutes. Lentement, d'autres membres de l'équipe comprenaient que les analyses d'Adèle étaient justes. Les chiffres concordaient, les prévisions avaient du sens. Le dîner de bienfaisance annuel de l'entreprise était fixé à vendredi. Un événement important pour les investisseurs et le réseau. Adèle faillit refuser l'invitation, mais Louis fut clair. « Vous faites partie de l'équipe. Votre présence n'est pas une faveur, c'est un droit. » Le salon était splendide. Lustre de cristal, table décorée d'arrangements floraux coûtant plus qu'un salaire familial, serveurs gantés de blanc, servant du champagne dans des coupes reflétant la lumière tels des diamants liquides. Adèle portait une robe simple, bleu marine, discrète parmi la profusion de bijoux et tissus coûteux. Sandrine la dépassa, un regard cruel, scrutateur. « Que... charmant !» commenta-t-elle, d'un ton distillant le venin. Très approprié pour une charité devenue success story. Avant qu'Adèle ne réponde, le maître de cérémonie attira l'attention sur la scène. Sandrine avait été choisie pour présenter les projets du département. Elle monta avec l'assurance d'une reine, cliqua la télécommande et commença. « Notre travail en développement social a changé des vies. » Les mots étaient beaux, mais les diapositives racontaient une autre histoire. Adèle comprit aussitôt, les données étaient manipulées. Chiffres gonflés, photos d'autres projets, communauté n'ayant jamais reçu ce que Sandrine prétendait. Lorsque la présentation s'acheva sous des applaudissements polis, Adèle se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix non. « Excusez-moi » interpella-t-elle. « J'aimerais faire quelques corrections. » Le salon se figea. Sandrine pâlit. « Pardon » dit-elle, la voix ténue. Adèle monta sur scène, connecta son ordinateur portable et afficha les données réelles. Le projet du quartier des Lilas n'a pas servi 300 familles, mais 42. Le centre fut construit trop loin, sans transport public adéquat. Elle montra des cartes, des photos datées et des extraits d'interviews. Le projet de formation professionnelle a eu un taux d'abandon de 70%, car les cours offerts ne correspondaient pas aux demandes du marché local. Diapositive après diapositive, elle déconstruisit le récit édulcoré par une réalité documentée. La salle est passée d'une pitié calculée, pauvre fille modeste qui essaie de faire ses preuves, à un respect inconfortable, car les chiffres ne mentaient pas, et il était désormais clair qui comprenait vraiment le travail. Sandrine quitta le salon, le visage en feu. Ce fut Catherine Beaumont, la mère de Louis, qui s'approcha ensuite d'Adèle. Femme élégante, aux cheveux grisonnants et aux yeux qui voyaient trop, elle toucha le bras de la jeune femme avec douceur. « Vous avez du courage, ma petite. Mais vous devez comprendre, l'attention de mon fils attire les tempêtes. Beaucoup d'intérêts gravitent autour de son destin. »« Je ne suis pas intéressé par le magnate, » répondit Adèle. « Honnête, je suis intéressé par le travail. » Catherine sourit, triste. « Je le sais, mais ils ne le savent pas. Et cela fait de vous une cible. » La tempête vint sous la forme d'un faux message. « Votre mère a empiré. Revenez immédiatement. » Adèle appela, paniquée, mais Monique répondit, confuse, « Je vais bien, ma fille. » Qui a dit ça? Henri, bien sûr, essayant de la ramener dans sa cage par la peur. La grande présentation aux investisseurs était prévue pour mardi. Adèle travailla 72 heures d'affilée, préparant une analyse complète d'un nouveau projet, un système de microcrédit pour les entrepreneuses locales, basé sur un modèle participatif. Le matin du jour J, elle arriva tôt. Elle connecta son ordinateur portable, testa les diapositives. Tout était parfait. La salle se remplit. Des investisseurs de 3 continents, des cadres de multinationales, des représentants de fondations internationales. Louis ouvrit la séance avec un discours sur la responsabilité sociale des entreprises. Puis il donna la parole à Adèle. Elle inspira profondément, cliqua sur la première diapositive et l'écran explosa en une image humiliante. Une photo d'elle à 15 ans nettoyant le sol. Un montage grotesque avec des légendes. De femmes de ménage à cadres, escrocs sociaux.
des insinuations scabreuses sur la façon dont elle avait réellement obtenu sa position. La salle haleta, des appareils photo cliquèrent. Céleste au fond. Céleste était au fond, filmant tout, son sourire malveillant à peine dissimulé. Adèle resta paralysée. Le sang quitta son visage. Ses mains tremblèrent. Ce fut Marc Dupont qui agit. Il vérifia le système, traqua les accès. Sandrine avait utilisé des identifiants administratifs pour remplacer les diapositives originales. Confrontée, Sandrine avoua entre des larmes de rage « Elle ne mérite pas d'être ici. J'ai travaillé 10 ans dans cette entreprise. 10 ans. Et cette personne venue de nulle part vole ma position, ma pertinence. » Mais avant que la situation ne soit résolue, Henri fit irruption dans l'auditorium avec sa propre équipe de tournage, des caméras professionnelles enregistrant, transformant tout en spectacle. Voyez ce que cet homme a fait à ma fille. Il a manipulé une enfant innocente, détruit une famille. Tout ça pourquoi? Par orgueil? Par caprice? Louis se leva, la voix calme mais tranchante. Vos accusations sont graves, monsieur. J'espère que vous avez des preuves. J'ai une fille traumatisée, une épouse malade d'inquiétude. C'est alors que Catherine s'avança, tablette à la main, la connectant à l'écran principal. Alors, qu'éclaircissons tout, dit-elle, et elle appuya sur lecture. L'enregistrement montrait la première réunion. Henri Leclerc négociant Céleste comme une marchandise, énumérant ses qualités physiques comme on vend une jument reproductrice. Louis Beaumont l'interrompant, demandant à rencontrer l'autre fille. Henri Leclerc riant. « Celle-là, elle ne vaut pas votre temps. » Et la réponse de Louis Beaumont, claire, « Laissez-moi en décider. J'ai fait des recherches sur son travail universitaire. C'est impressionnant. » Le masque d'Henri Leclerc s'écroula en direct. La retransmission était en cours. Les réseaux sociaux commentaient déjà. L'image du père zélé explosait comme un mensonge putride exposé au soleil. Et puis Monique Leclerc fit son entrée. La mère malade, soutenue par une infirmière, mais debout. Ferme, les yeux enfin sans peur. « Ça suffit, Henri, » dit-elle, et sa voix tremblait mais ne cassait pas. « Ça suffit d'utiliser ma maladie comme une arme. Ça suffit de faire semblant de vous soucier de cette famille. Vous avez vendu Céleste. Vous avez humilié Adèle. Et je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Mais je n'ai plus peur. » Elle se tourna vers Adèle, les yeux brillants. « Ma fille, pardonne cette mère lâche. J'aurais dû te protéger, mais je suis si fière de toi. Si fière. » Adèle traversa l'auditorium et serra sa mère dans ses bras. Et finalement, elle pleura. Toutes les larmes contenues de 24 ans tombèrent là devant le monde, sans honte. L'opinion publique bascula. Les partenaires commerciaux abandonnèrent Henri Leclerc. Les contrats se flétrirent. L'hôtel particulier fut mis en vente pour payer les dettes. Céleste, sans le vernis du nom de famille, dut affronter sa propre médiocrité. Et Adèle refit la présentation. Cette fois sans sabotage. Les investisseurs écoutèrent la proposition de microcrédit participatif. Un système basé sur des groupes de soutien mutuel, une formation adaptée, un suivi rapproché, une mesure d'impact réel. L'approbation fut unanime. Dans les mois qui suivirent, le programme toucha 3000 familles. Des femmes qui n'avaient jamais eu de crédit formel ouvrirent de petites entreprises. Des boulangeries, des ateliers de couture, de l'artisanat. Le taux de défaillance fut de 2%, inférieur à celui de n'importe quelle banque traditionnelle. Yves Moreau, confronté aux résultats, présenta ses excuses. Adèle les accepta et l'intégra à l'équipe, mais cette fois dans un rôle d'apprenti, non de mentor. Léa Rousseau céda au pragmatisme des chiffres et commença à collaborer. Chloé Martin s'épanouit, gagnant en confiance. Sandrine Duval quitta l'entreprise, ne portant que sa propre ombre amère. Monique Leclerc loua un appartement petit mais ensoleillé. Loin de la terreur d'Henri Leclerc, elle retrouva ses forces. Elle cuisinait sans tension, riait sans demander la permission, choisissait ses propres vêtements. Céleste commença lentement la traversée par l'humiliation nécessaire à l'humilité. Elle obtint un emploi dans un bureau ordinaire, sans glamour. Elle apprit le mot « s'il vous plaît », adressé à des personnes qu'elle aurait auparavant méprisées. Entre Adèle et Louis Beaumont, quelque chose se forma sans besoin de spectacle. Respect mutuel, admiration pour l'intégrité, dialogue honnête entre responsabilité sociale et réalité d'entreprise. Ils travaillaient ensemble, étaient souvent en désaccord, apprenaient constamment.
Un an plus tard, Adèle monta sur une scène internationale. Conférence sur le développement durable, auditorium de 1000 personnes. Non pas pour se justifier, pour présenter des résultats. La dignité est l'axe de politiques efficaces, dit-elle, la voix ferme résonnant. La participation est condition d'impact. Les données sont un antidote au cynisme. Et le travail réel construit un avenir que la performance ne peut simuler. Le public se leva en ovation. En quittant la scène, elle trouva Monique Leclerc dans les coulisses, les yeux brillants de fierté. Catherine Beaumont la salua d'une accolade de respect entre femmes fortes. Louis Beaumont sourit, satisfait de cette partenaire de travail devenue l'auteur de son propre destin. Henri Leclerc, isolé dans son amertume, blâmait le monde qui ne se pliait plus. Céleste Leclerc affrontait le désert après les applaudissements. Sandrine Duval apprit que l'efficacité sans caractère n'est qu'un château de sable. Et Adèle Dubois prouva quelque chose de simple, mais révolutionnaire. Personne ne naît invisible. On apprend à disparaître par convenance pour autrui. Désapprendre cela, avec travail, courage, méthode et bons alliés, est la clé qui ouvre la porte d'un avenir possible. L'histoire ne se termina pas par un mariage de conte de fées. Elle se termina avec une femme de 24 ans, ordinateur portable ouvert, rapports éparpillés sur la table, planifiant le prochain projet qui atteindrait 5000 familles. Elle se termina par une dignité reconquise, non concédée. Elle se termina par une victoire que personne ne pourrait lui ôter. Celle d'exister à voix haute, enfin visible, non parce que quelqu'un l'avait vue, mais parce qu'elle refusa de rester disparue.